L'écran. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de l'Académie des sciences pour les jeunes en République démocratique du Congo, l'ASJ en sigle. Je suis Salomé Kainto, professeur en sciences économiques à l'Université catholique du Graben à Butembo. Je vais assurer la modération de ce webinaire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Joël Baraka Akilimali de l'Université catholique du Congo. Il est membre de l'ASJ et il va nous partager son expertise en tant que juriste, mais aussi spécialiste en sciences politiques sur le corridor de Lobito et la République démocratique du Congo, en mettant l'accent sur les différents enjeux et défis face aux rivalités régionales entre ces deux blocs superpuissants, la Chine et les États-Unis. Mais avant de présenter brièvement notre orateur du jour et lui laisser la parole, permettez-moi de rappeler très rapidement ce que c'est l'ASJ pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Donc, quelle est la vision de l'ASJ, sa mission, ses actions ainsi que ses projets? La mission de l'ASJ consiste à promouvoir la science en République démocratique du Congo, d'abord en tant que carrière de choix pour les jeunes Congolais, mais aussi en tant que moteur de développement. Pour cela, l'ASJ collabore avec les gouvernements de la RDC, comme vous pouvez le voir sur cette photo à droite. L'ASJ participe à la promotion de la science dans les médias sous forme des interviews, des émissions télévisées, mais aussi sous forme de conférences sur certains sujets d'actualité. L'ASJ assure la collaboration entre différents chercheurs scientifiques, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Elle collabore avec les autres académies des sciences en République démocratique du Congo, mais aussi en Afrique. L'ASJ participe également à la sensibilisation des élèves et des écoliers sur la science, d'abord en montrant pratiquement comment l'on peut passer de la théorie à la pratique, mais aussi en encourageant des élèves et des écoliers qui se distinguent par leur niveau d'excellence. L'ASJ encourage également la reconnaissance de l'excellence scientifique de ses membres au niveau international, comme vous pouvez le voir sur ces deux photos. Et chaque année, l'ASJ accueille de nouveaux membres qui désirent participer à la promotion de l'excellence en RDC et actuellement, elle compte environ 36 membres. Enfin, l'ASJ accompagne des jeunes chercheurs dans différents domaines. Ça peut être dans la révision de leurs articles scientifiques avant de les soumettre à une revue de publication ou alors dans différentes formations sur les logiciels R, par exemple, ou alors sur les logiciels Python, ainsi que d'autres domaines en fonction des demandes des chercheurs. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site Internet. Vous pouvez également nous contacter par email ou alors nous suivre sur les réseaux sociaux. Concernant notre orateur du jour, le professeur Joël Baraka Akilimali, il est de l'Université catholique du Congo à Kinshasa et membre de l'ASJ depuis 2023. Il est docteur en sciences politiques et sociales de l'Université catholique de Louvain et il a soutenu sa thèse en 2021 sur la gouvernance foncière et les politiques de territorialisation agraire en République démocratique du Congo. Il est actuellement chercheur postdoctoral à l'Université catholique de Louvain et il est titulaire des masters de spécialisation en développement, environnement et société au sein de la même université en collaboration avec l'Université de Liège. De base, il est juriste, diplômé de droit public à l'Université catholique de Bukavu.
Le professeur Joël Baraka enseigne en Belgique, mais aussi en République démocratique du Congo. Ses recherches portent sur la théorie politique des systèmes juridiques comparés, la gouvernance des ressources naturelles, les politiques religieuses en lien avec la sécularisation. Depuis un temps, il s'intéresse à la gouvernance des corridors industriels en lien avec les politiques portuaires et le commerce international. Il est auteur de plusieurs articles que vous pouvez trouver sur sa page Google Scholar en ligne. Sans plus tarder, je vais passer directement la parole à notre orateur du jour, le professeur Joël Baraka. Vous avez 30 minutes de présentation. Ensuite, suivra une série de questions. Mais je rappelle que vous pouvez, pendant la présentation, vous pouvez noter vos questions dans les chats ou alors attendre la fin de la présentation pour poser vos questions online. Professeur Joël, vous avez la parole. Si vous pouvez partager votre écran. Merci beaucoup. Je tente. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends très D'accord, bien. merci beaucoup. Bonjour à tout le monde ou bonsoir à tout le monde, ça dépend de où vous nous captez. C'est pour moi un honneur d'être invité par l'Académie des sciences pour les jeunes à donner ma perception ou ma contribution en rapport avec un thème crucial, un thème d'actualité. Et je veux juste vous demander quelques secondes pour me permettre de partager ma présentation sur l'écran. Autoriser. Alors, non, je dois là d'abord. C'est bon, vous arrivez à voir l'écran? Pas encore. Il n'est pas encore visible, en tout cas, de notre côté. D'accord, je vais faire rapidement. Alors, c'est c'est bon? C'est bon, mais je suis pas sûre que vous avez partagé les bons écrans. Oui, là, c'est bon. Là, c'est bon. Vous pouvez le D'accord. mettre à plein écran. Je vais faire. C'est bon. Ouais, Oui. d'accord. Voilà, merci beaucoup. Encore une fois, bonsoir à tous. Alors, le thème de ma présentation, c'est sur les corridors de l'Obito et la RDC. Alors, les sous-titres, c'est Enjeux et défis face aux rivalités régionales entre la Chine et les USA. Une autre question que je me pose à partir de laquelle je pars, c'est de savoir est-ce que le corridor en question de l'Obito est-il un levier de puissance pour le Congo ou de dépendance du Congo vis-à-vis de ces deux grandes puissances? Alors, sur la carte, d'abord la photo que vous voyez à l'écran supérieur, ça c'est le port de Lobito, une photo récente. Et vous voyez que c'est un port très moderne et l'Angola, c'est une superpuissance sous-régionale actuellement et qui a si capté l'après-guerre et qui arrive qui a pu décoller de manière incroyable. Alors, le corridor en question, c'est toute la partie jaune sur la photo d'en bas et qui part de Lobito,
qui est un port, mais aussi une ville, pour dire une ville portuaire avec un port sous-entendu, et qui passe par plusieurs petites localités, Huambo, Luena, Loakano, Kazombo, tout ça c'est encore du côté euh, Angola, et ça se recoupe. Alors, du côté congolais, ça doit normalement passer par Kassanji, arriver à Kolwezi, descendre jusqu'à Lubumbashi, passer par Kasumbalesa et rentrer par la Zambie vers Ndola. Mais il y a la partie inférieure aussi qui est connectée et dont vous pouvez voir sur la carte. Donc voilà un peu, avant d'entrer dans les détails, au moins sur le plan, parce que c'est la seule carte que j'ai illustrée ici, vous pouvez au moins voir à quoi ça ressemble concrètement sur la carte, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ma présentation va porter sur 4 objectifs. D'abord, l'idée, c'est de comprendre l'histoire et la relance du corridor. Parce que le corridor a une histoire, elle n'est pas tombée du ciel. Il y a une longue histoire coloniale en même temps que sous-régionale qui est liée à cette histoire du corridor de Lobito. Ensuite, il s'agit d'identifier les acteurs clés, notamment les USA, la Chine, l'Union européenne, l'Angola, la Zambie et évidemment la RDC. Le troisième objectif de ma présentation, c'est d'analyser les rivalités géopolitiques et leurs implications sur le Congo. Et en dernière position, mais ce sera bref vu le temps et que ce n'était pas là le point d'ancrage, c'est d'évaluer les choix stratégiques qui sont possibles pour la RDC par rapport à cette question-là. Je pense que ce sera même l'objet central des discussions, des débats aussi, s'il en est. Alors, je voulais, comme chercheur, d'abord partir des concepts. C'est quoi un corridor? Parce que souvent, on parle des corridors, mais c'est quoi concrètement? Et le mot clair, c'est corridor de transit. Parce un corridor, ça vise à relier un territoire X à un territoire Y. Le territoire X en question, c'est souvent un territoire qui n'a pas accès à la mer vers un territoire qui a accès à la mer. Et comme vous le savez, dans le commerce international, plus de 80, en tout cas plus de 60%, pour ne pas exagérer, des échanges internationaux dans le commerce international, ça se passe sur les océans, ça se passe sur les mers. Les avions, c'est juste pour voyager individuellement, mais les gros échanges internationaux, c'est à travers la mer. Sauf que la mer a ceci de particulier, comme je le rappellerai encore un peu plus tard, c'est qu'elle est inégalitaire. Tous les pays ne touchent pas à la mer et il y a des pays qu'on appelle des États enclavés. Alors, les États enclavés vont faire en sorte... Il y a des États enclavés et des États semi-enclavés. Le cas du Congo, notre pays par exemple, on peut croire que c'est un pays qui n'est pas enclavé, mais c'est un pays semi-enclavé parce qu'on n'a qu'une petite bordure qui nous fait accéder à la mer, et c'est la bordure du Congo central, spécialement le port de Matadi et très prochainement le port en eau profonde de Banana. Mais euh, pour tous les grands Congos, on ne peut pas logiquement compter sur ce seul port pour permettre l'accès. Ça va faire que le Congo a certain accès à la mer, et spécialement à l'océan, parce qu'il faut distinguer la mer et l'océan, quand bien même en termes des rapports au commerce international, ça reste plus ou moins les mêmes grands espaces. Mais la partie sud du Congo, la partie centrale, la partie nord et la partie surtout est n'ont pas le même positionnement. Alors, comme je disais, je vais revenir dans ces détails techniques. D'abord, c'est quoi un corridor de transit? Un corridor de transit désigne un axe de transport multimodal. Quand je dis multimodal, ça veut dire plusieurs modalités. Et alors, un corridor peut inclure les rails, ça veut dire la voie par les trains, la route, la voie routière avec des véhicules et spécialement des camions à longue portée, et des ports.
Donc, c'est ça ce qu'on appelle les transports multimodaux, donc, qui est coordonné dans un même réseau, aménagé pour faciliter la circulation des marchandises et des personnes entre un hinterland productif, qui peuvent être des zones minières, qui peuvent être aussi des zones agricoles, mais aussi des zones industrielles, et un point d'exportation, qui peut être un port maritime ou une frontière terrestre. Alors, dans la littérature sur les corridors, spécialement en géopolitique portuaire, en droit des transports multimodaux ou encore en économie internationale, du commerce international, la, le transit est perçu comme une fonction logistique de transit tout simplement international. Donc, a priori, on peut penser que c'est une question technique et que c'est juste pour permettre le transit. Mais comme on va le voir avec moi, elle transcende l'aspect technique, elle transcende l'aspect logistique pour couvrir d'autres problèmes aussi politiques et beaucoup plus complexes en termes de survie des populations qui dépendent ou pour lesquels il y a des liens directs ou indirects. Alors, on parle aussi des corridors industriels. Et là, je donne une définition. C'est une forme évoluée du corridor de transit. Donc, on est toujours dans les mêmes idées de logistique, de transit, de transport et de flux de marchandises en particulier, des personnes aussi, mais beaucoup plus de marchandises. Alors, le corridor industriel, qui est une forme beaucoup plus avancée d'un corridor de transit, ne se limite pas à la circulation physique des marchandises, mais contrairement au corridor de transit, il intègre des activités industrielles de transformation, de stockage et des services associés. Alors, par exemple, on peut parler des zones économiques spéciales, des clusters et des classes industrielles. Voilà, donc selon les théories sur les corridors, et là je parle par exemple les travaux intéressants de Kaplinski et Morris, ces axes logistiques visent à renforcer des chaînes de valeurs locales, à stimuler l'industrialisation et à capter plus de valeurs ajoutées au niveau national. Alors, vous allez voir que pour des pays industrialisés, ils vont avoir des corridors industriels qui sont méga planétaires. Et la Chine, par exemple, je vais vous expliquer et vous montrer un peu plus tard euh, que les corridors industriels qui sont liés au modèle chinois, c'est des gros corridors, tandis que nos pays pauvres ont tout simplement des corridors de transit parce qu'on est dans un modèle d'exportation et d'extraversion. Alors, qu'est-ce qu'une politique portuaire et une politique logistique? Je pense que les définitions sont là pour ceux qui peuvent lire et ça me permet de gagner du temps. Et finalement, qu'est-ce qu'une extraversion logistique? J'aimerais insister sur ces définitions parce que je reviendrai longuement. C'est que l'extraversion logistique désigne un schéma où les infrastructures des transports et des logistiques sont principalement conçues pour l'exportation des ressources locales vers les marchés internationaux avec peu de bénéfices structurants pour les économies locales. Donc là, on est typiquement dans les cas du Congo et de nombreux pays africains qui ont effectivement une extraversion. On parle souvent d'extraversion, d'économie d'extraversion, mais ici, on parlera plus spécifiquement d'extraversion logistique. Donc, cette notion est au cœur des critiques en économie de développement, mais pas que, notamment sur le fait que ces corridors deviennent des simples vecteurs d'acheminement des matières premières sans intégration des économies régionales. Alors, quels sont les enjeux globaux des corridors de transit? Ici, je vais être un peu plus bref. Les enjeux sont d'ordre géopolitique, ils touchent aussi aux aspects juridiques et finalement au commerce international. Donc, j'ai déjà assez parlé pour le commerce international. Pour les aspects géopolitiques, oui, vous m'entendez? Oui, professeur, nous vous entendons très bien. Vous pouvez Ah, d'accord, continuer. merci. D'accord, je crée qu'il y a une interruption. Alors, je disais que les corridors logistiques sont des instruments de projection de puissance parce que on ne les crée pas tout simplement juste pour ça. C'est une façon d'affirmer une puissance et d'avoir une vision politique de ce qu'on veut faire des territoires au sens global ou au sens régional ou au sens sous-régional. Alors, les théories associées, par exemple, considèrent en termes de géopolitique les corridors comme des contrôles des flux continentaux, mais aussi des contrôles des ressources. Et donc,
il va y avoir, et c'est le cas actuellement, une guerre des corridors, une rivalité autour des corridors, parce que on sait que tel corridor est contrôlé par telle puissance ou par telle autre puissance, et ça va influer sur le type de relations régionales ou sous-régionales. D'autre part, en termes de droit de la mer, il y a toute une convention de Montego Bay, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et la convention de Montego Bay de 1982 parle des libertés de navigation, mais aussi de la possibilité de permettre aux États sans littoral d'avoir des droits de transit. Donc, on va créer des organisations pour faciliter ce transit-là et accentuer, limiter la souveraineté des États qui ont accès au port ou ceux qui n'en, en faveur de ceux qui n'en ont pas. En fait, il y a des enjeux de commerce international et là, c'est l'OMC qui est l'Organisation mondiale du commerce qui a toute une base de données pour réguler le flux internationaux en termes des passages vers les corridors et finalement des passages dans les grands axes d'échange, notamment les océans et les mers. Et donc, comme je l'ai rappelé au début de ma présentation, en tout cas, plus de 80% des échanges internationaux se passent sur la mer et c'est un enjeu très important à intégrer dans nos politiques pour comprendre ce que ça implique. Alors, quelle est la genèse et l'historique du corridor de Lobito? Maintenant, j'en viens très concrètement au thème de ces jours. Le corridor de Lobito a une longue histoire et peut-être pour certains, ils vont même se demander d'où vient le nom Lobito parce que quand vous lisez beaucoup des travaux, le nom ne figure pas. C'est qu'avant, on parlait plus de Benguela, hein. On parlait de la ligne Benguela et c'est une ligne qui a été construite entre 1902 et 1931 à la fois par les Belges d'un côté qui contrôlaient ce qu'on appelait le Congo belge et qui est devenu la République démocratique du Congo, et de l'autre côté les Portugais qui contrôlaient la, l'Angola, est devenue indépendante plus tard. Alors, ils ont créé cette ligne-là qu'on appelait de Benguela. Et à l'époque, la ligne de Benguela ne concernait pas directement la Zambie, mais elle était directement liée aux mines du Katanga en passant par l'Angola directement jusqu'au port de Benguela. Donc, il y a la ville de Benguela qui est à part et la ville de Lobito qui est aussi à part. Donc, c'est deux villes différentes, mais qui sont toutes deux côtières de l'Angola et qui ont tous des grands ports. Alors, l'objectif était évidemment d'exporter des minerais, et spécialement c'était d'exporter le cobalt et surtout le cuivre à l'époque. Alors, il y a la guerre angolaise de 1975 pour l'indépendance et qui va aboutir jusqu'en 2002, une longue guerre qui a eu d'ailleurs des répercussions aussi sur le Congo, parce qu'on l'oublie parfois, il y a eu de nombreux réfugiés angolais qui étaient même au Congo. Et cette guerre a endommagé radicalement les corridors de Lobito. Donc, c'est un pardon, les corridors, d'abord les rails de Benguela, on ne l'appelait pas encore corridor, bien que c'était un corridor techniquement parlant. Alors, le rail a été endommagé qui menait du Katanga vers Benguela et certains travaux, y compris du côté congolais où il était géré par la SNCC ou SNCZ à l'époque, c'est-à-dire la Société congolaise des chemins de fer, qui est le pendant de l'ONATRA, l'ONATRA lui-même qui a été changé de nom, devenu SCPT. Mais du côté de l'Est, on parle des SNCC, Société congolaise des chemins de fer, qui gérait les côtés congolais. Et de l'autre côté, c'était des exploitants euh, angolais. Alors, à l'époque, vous comprenez que chaque pays était gagnant. Donc, si c'est un train congolais qui passe avec des ressources congolaises, il y avait des compromis pour arriver jusqu'au port. Donc, en 1975, il y a une grande destruction de ces rails-là.
et on parle même que seuls 3% étaient encore viables. Donc, vous imaginez 3%, donc 97% techniquement ont été déstructurés et donc il fallait tout reconstruire. Alors, après la guerre de 2002, l'Angola repart à nouveau avec un nouveau leadership. Et en 2014, il y a la Chine qui se pointe et propose de réhabiliter ce qui était cette ancienne ligne de Benguela. On parlait encore à l'époque de Benguela jusqu'à, je pense. Et là, c'était à hauteur de plusieurs millions de dollars. Donc, on est en 2014. Et finalement, ce sont les Chinois donc, qui s'intéressent à cette rail-là. Et en 2023, il va s'y passer un retournement de situation déjà au début du design. Après la COVID, l'Union européenne et les États-Unis se rendent compte que la Chine est en train de damer des pions, excusez et comprenez les termes, est en train de damer des pions en Afrique, et spécialement en Afrique centrale. Et c'est comme ça qu'ils vont se réveiller brutalement pour essayer de bousculer un peu euh, la montée ou l'influence chinoise. Donc, c'est à partir de là où maintenant on change presque tout ce qu'il y avait comme Benguela avant et on parle pour la première fois, pas pour la première fois, mais en tout cas, le port de Lobito existait déjà, mais il n'était pas connecté à ces vieux réseaux techniquement. Et on va maintenant relancer le corridor de Lobito. Alors, c'est là où je parle de l'offensive occidentale parce que c'est à la fois les USA et l'Union européenne qui sont directement impliqués et ils vont faire signer aux États africains impliqués directement, notamment la RDC, la Zambie et l'Angola, un MOU, Memorandum on Understanding, qui a été signé le 26 octobre 2023. Et figurez-vous, ça a été signé non pas au Congo, non pas en Zambie, non pas en Angola, ça a été signé à Bruxelles. Donc, on peut se demander si ça ne nous rappelle pas encore une fois le fait qu'à Berlin, 2 siècles auparavant, on a partagé l'Afrique sur un papier. Et donc là, encore une fois, on est en 2023 et le problème des transports, des territoires, d'accès aux ressources en Afrique, entre 4 pays, se décident plutôt, sont signés à Bruxelles. Et là, ça impliquait à la fois les représentants des États-Unis, les représentants de l'Union européenne et les représentants des 4 pays concernés. Il y a toute une littérature, j'ai essayé de résumer ce que je puis, mais la durée des travaux, c'est 24 mois. C'était ça en principe, mais entre-temps, il y avait un régime qui était en train de passer et un autre qui était en train d'arriver. Un élément intéressant, c'est que c'est la visite de Joe Biden. Si vous vous rappelez, l'ancien président américain démocrate qui a même fait les déplacements jusqu'en Angola pour inaugurer ou lancer effectivement les projets en question de ces projets ici. Alors là, par exemple, vous avez quelques extraits du document original du mémorandum. Et à côté, vous avez l'extrait des signatures, Anthony Blinken pour les USA, par exemple, et des ministres d'autres États, notamment la République démocratique du Congo, la République de l'Angola, la République de la Zambie et les exploitants privés, parce que nous sommes dans une libéralisation et c'est le modèle occidental. L'African Finance Corporation qui signe aussi, l'African Development Bank qui signe aussi en tant qu'intervenant au nom de l'Union africaine, évidemment. Donc voilà un peu les ambitions affichées par les partenaires sont la connectivité, la réduction des coûts logistiques pour les minerais critiques. Et actuellement, vous savez qu'avec tout ce qu'il y a comme transition industrielle ou transition économique ou transition écologique, ici en Europe et aux États-Unis, avec toute la ruée vers les véhicules électriques et les batteries qui vont avec. Et donc, le cobalt devient une minerai stratégique et d'autres minerais critiques, comme on dit, ou rares, et spécialement le lithium, on a aussi dans cette zone-là.
Alors, les éléments clés, c'est donc moderniser les rails, préparer et améliorer la ligne de Benguela pour atteindre Kolwezi. Objectif, transporter plus rapidement les minerais cuivre vers les ports de Lobito. Et là, avec ce qui est intéressant, c'est qu'on intègre aussi l'Angola dans l'ancien rail de Benguela. Et donc, ça fait trois pays qui sont interconnectés. Et donc, à la fois, ce sont les minéraux du Congo qui sont visés et les minéraux de la Zambie. Je voulais dire de la Zambie, pas de l'Angola, de la Zambie. Et donc, et là, la ceinture de cuivre, comme on l'appelle, les Copper Belt, où il y a aussi assez de cobalt, mais aussi connecter la ville de Kolwezi et tout ce qu'il y a comme ressources autour des territoires de l'Oboudi et de Muchacha qui passent par là. Et donc, c'est toute cette stratégie pour faciliter les commerces. Donc, là, je parle des termes juridiques. Après, on va revenir sur l'analyse politique. Est-ce que ce que les droits disent respecte ce que les intérêts politiques disent? Voilà, ils disent qu'ils vont créer des emplois, des enjeux géopolitiques. Là, je vais y revenir. Alors, quelles sont les rivalités qui sont en présence? On a trois grandes rivalités, mais deux se recoupent dans l'ensemble contre une. Donc, on a depuis 2013, et c'est pour ça que j'ai expliqué que la Chine a eu une avance sur les États-Unis et l'Union européenne qui se sont réveillés presque 10 ans après pour essayer de contrer et de bousculer la percée chinoise en Afrique, mais pas qu'en Afrique et dans le monde d'ailleurs. Donc, en 2013, la Chine va lancer par Xi Jinping ce qu'ils vont appeler le Belt and Road Initiative, BRI. Alors, c'est une initiative globale, parfois qui ramène ce qu'on appelle historiquement la route de la soie, qui rappelle cette tradition chinoise qui était une grande pourvoyeuse du monde depuis l'Antiquité, même le Moyen Âge, et que la Chine se réveille et veut reconquérir son passé antique ou moyenâgeux autour de la fameuse route de la soie. Et donc, ils vont créer cette Belt and Road Initiative qui est globale et qui permet à la Chine d'être connectée à tous les grands ports. Et c'est comme ça que la Chine va commencer même à acheter des ports en Afrique, dans certains pays comme au Kenya ou en Tanzanie, ou alors à louer des ports en partenariat public-privé ou en exclusivité pour les exploiter pendant autant d'années qui peuvent aller de 25 ans et même plus. Voilà, donc il y a des mécanismes de financement massifs des banques chinoises, Exim Bank en particulier. Exim Bank qui a déjà aussi une histoire un peu critique et malheureuse au Congo. Des accords bilatéraux qui généralement sont asymétriques et donc c'est la Chine qui est le plus grand gagnant en termes d'avantages. Alors, le contrôle logistique via l'État chinois. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que euh, en 2022, d'abord les États-Unis, non, d'abord l'Union européenne en 2021 lance aussi ce qu'ils vont appeler le Global Gateway pour l'Union européenne. Et cette initiative de l'Union européenne vise évidemment à investir dans les corridors durables et les infrastructures numériques. Donc, on prend conscience que la Chine a eu presque 10 ans qu'elle s'est redéployer sur des grands corridors de transport, et spécialement des grands ports des États. Et, et donc, on essaie de rattraper en 2021 avec l'Union européenne et en 2022 avec les États-Unis qui vont aussi lancer ce qu'ils vont appeler Partnership for Global Infrastructure and Investment, PGII. Alors, ça, c'est en 2022. Et ce sont ces deux initiatives qui vont maintenant se mettre ensemble pour obliger, ou je ne dirais pas obliger, mais demander aux États d'Afrique centrale, l'Angola, la Zambie et le Congo, pour signer les mémorandums dont je vous ai parlé, les mémorandums en question que je vous parlais il y a quelques minutes. Alors, les rivalités géopolitiques sont intenses, elles vont encore s'intensifier. Et l'Union européenne et les USA sont dans une stratégie de diversification. La Chine est dans une stratégie de contrôle historique et d'intérêt vis-à-vis de l'océan Indien spécialement, mais pas que.
Et le corridor de Lobito est une ligne de fracture géopolitique. Alors, pour les USA, par exemple, et l'Union européenne, il s'agit de détacher le flux minier du Katanga vers des réseaux chinois pour sécuriser l'approvisionnement. Parce que là, ça partait parfois de l'Angola ou de la Zambie vers l'océan Indien, tantôt en passant par le corridor sud vers les ports de Beira au Mozambique ou vers les ports de Dar es Salaam ou encore un peu plus au sud vers Durban qui donne aussi sur plus ou moins l'océan Indien. Et de l'autre côté, il y a les USA et lui qui veulent repositionner et investir un peu plus pour déstabiliser la Chine et essayer pas d'annihiler sa percée parce qu'elle a eu 10 ans de déploiement, mais au moins de rééquilibrer les rapports dans l'accès aux ressources. Alors, il y a ce qui est intéressant à dire, c'est que le Congo, j'ai parlé d'Afrique centrale, mais en réalité, c'est le Congo. Le Congo devient un champ de bataille de plusieurs corridors qui passent par le Congo. D'un côté, vous avez le corridor nord, et c'est un corridor qui a presque une organisation internationale avec un secrétariat au Kenya, qui va vers les ports de Mombasa et qu'on appelle le corridor nord. Vous avez aussi le corridor central qui va vers Dar es Salaam, qui a aussi un secrétariat là à Dar es Salaam, où d'ailleurs l'actuel secrétaire permanent, c'est un Congolais. Alors, vous avez le corridor sud qui va d'un côté à Beira, de l'autre côté à Durban en Afrique du Sud. Et enfin, vous avez le corridor de Walvis Bay qui va en Namibie. Et tous les poissons piodi, par exemple, qui arrivent à Kinshasa, viennent généralement de ces corridors-là en termes de retour. Parce que quand on parle de corridors, ce n'est pas seulement l'aller, c'est aussi les retours. Donc, à l'aller, vous amenez les ressources brutes. Au retour, vous amenez des marchandises ou des manufacturés ou des produits surgelés. Et dans des villes comme Kinshasa, ça vaut des milliards de dollars l'an. Donc voilà un peu le syndrome. Alors pour le Congo, il y a un problème qui va se poser. C'est que on a déjà une longue histoire des grandes coopération. Et ma question, c'est, mais je me demande, est-ce que les corridors de l'Obito ne va pas être une autre forme d'escroquerie comme l'accord commune. Alors, l'accord commune, c'est un accord qui a été signé avec la Chine à travers le mécanisme de la commune et c'était un contrat de ressources contre infrastructure. Mais en 2023, un rapport accablant euh, de l'inspection générale des finances de la RDC a démontré des résultats comme quoi la Chine a bénéficié de 90 milliards des exportations minières, alors que le Congo n'a gagné que 800 millions, même pas un milliard, vous vous rendez compte et que les exonérations fiscales massives ont bénéficié pour la Chine de 7 milliards de pertes fiscales potentielles sur 17 ans. Et ça, c'est l'inspection générale des finances qui donne ces rapports-là. Donc, c'était clairement un accord qui a été négocié sous Kabila et Katumba Mwangi en particulier, qui en étaient les grands négociateurs de cet accord-là, qui malheureusement a même été critiqué, qu'on appelait les contrats du siècle, parce qu'on n'a jamais vu ça depuis un pays qui brade presque toutes ses ressources contre des infrastructures dont on ne voit pas les faits jusqu'à aujourd'hui et les rapports Alors, je ne vais pas revenir sur ça, parce que ce n'est pas l'objet de ma présentation, mais ma question, c'est de me demander, est-ce que le corridor de l'Obito n'est pas en train de devenir un nouveau commune ou un nouvel accord où c'est plus l'Union européenne et les États-Unis qui vont exporter, pomper encore une fois les ressources. Et alors, quels sont mes arguments? C'est que les USA promeuvent ces corridors en proposant un modèle alternatif aux Chinois, certes, mais le risque est que la RDC risque de jouer la même partition si elle n'a pas une stratégie nationale claire. Et vous allez voir, je vous parlais tantôt de cet accord ici. Vous allez voir dedans que, voilà, the government of the Democratic Republic of the Congo
et où on montre qu'est-ce que nous allons apporter dedans. Et quand vous lisez, je ne sais pas si vous voyez avec moi, le point K et le point L, c'est pratiquement, nous devons supporter le développement de ces corridors-là avec IFC Standards and International Best Practice. Mais en se demandant concrètement, ça veut dire quoi? C'est que nous laissons nos territoires, ils font passer les rails, on leur donne des exemptions, mais à la fin, on ne comprend pas concrètement qu'est-ce que nous y gagnons. Et c'est là où j'en viens au renouvellement d'extraversion. Ça veut dire la nature du projet, c'est la réhabilitation de la ligne ou de l'ancienne ligne de Benguela et l'extension vers d'autres zones de la RDC et de la Zambie. L'idée était même d'étendre ce corridor de l'Obito jusqu'un peu plus au nord, donc jusqu'au Kivu carrément, et vous allez être surpris, quel pays s'est opposé? C'est le Rwanda. Le Rwanda s'est opposé pour que l'idée était d'amener, donc on arrive dès Lubumbashi, on remonte jusqu'à Kindu et de Kindu on passe jusqu'à Uvira et Uvira Bukavu. Et donc le Rwanda s'est opposé évidemment parce que le Rwanda considère le Kivu comme sa zone d'influence et les États-Unis ont accepté, mais évidemment, sachant qu'ils ont aussi des intérêts de ce côté-là. Donc voilà un peu, nous, on n'a pas de politique par rapport à tous ces corridors. Pour le Kenya, quand vous allez, par exemple, dans les provinces du nord-ouest du Congo, Ituri, Bazuele, Haut-Uele, Chopo, donc Kisangani, vous allez voir que la plupart des chauffeurs de camions citernes qui amènent du pétrole ou du carburant viennent du Kenya ou de la Somalie. Et j'ai fait une mission, par exemple, à, à Mombasa en 2022 et j'étais même choqué de voir qu'il y a carrément des Somaliens, des Érythréens, des Djiboutiens, mais surtout des Somaliens et des Kenyans qui se sont installés, qui ont même des stations en pleine ville de Mombasa et de Bunia. Donc, un peu pour vous faire comprendre que quand on parle d'un corridor, ça crée tout un mécanisme d'extraversion économique et d'ouverture des étrangers vers un marché. C'est pareil avec Dar es Salaam qui contrôle presque les Kivu. C'est pareil avec un peu les Katanga d'ailleurs aussi. Donc, juste pour vous expliquer que cette question d'extraversion a des risques immenses en termes de contrôle étranger, des dépendances économiques, mais aussi des conséquences fiscales, des pertes fiscales qui peuvent conduire à des exonérations faibles, euh, taxation, répétition des erreurs, encore une fois, avec la site commune. Et donc, moi, je suis réticent et je pense qu'on a été directement assigné cet accord-là, mais dans lequel on n'a pas une politique claire pour savoir qu'est-ce que nous y gagnons, alors que l'Angola, elle, a une vision derrière ça. Un peu peut-être la Zambie, mais le gros des ressources viendront des nos mines du Katanga, spécialement des Kolwezi et autour. Donc voilà, la question de la souveraineté économique congolaise, encore une fois, les corridors comme instrument politique qui n'est pas neutre. Donc, au-delà d'un simple axe logistique, c'est un levier géopolitique qui est en cours et où on ne sait pas comment est-ce que ça va finir. Du moment que vous avez au même moment beaucoup de gisements appartiennent à des sociétés chinoises, mais pas toutes. Mais de l'autre côté, vous avez un canal d'exportation qui arrive, mais il y avait déjà un modèle qui a préexisté entre temps intermédiaire, qui allait ailleurs. Mais notre société des chemins de fer, elle est morte, ou presque officiellement pas morte, mais dans les faits, la SNCC, c'est une société moribonde et on n'a pas une politique pour refaire ça. Et donc, ça sera des trains externes qui vont venir prendre nos ressources, un rail financé par l'extérieur, et donc on n'aura pas assez de marge de manœuvre alors qu'on aurait pu mieux négocier et s'imposer, ou alors carrément fermer et réorganiser notre politique de transport interne. Voilà, c'est des questions qui sont évidemment cruciales.
La courroie extractive, encore une fois, j'en ai déjà parlé sur cette extraversion, donc qui accentue la dépendance logistique. Et donc, on est toujours dans des modèles où nos territoires et les Congo, comme exemple les plus frappants, sont des territoires destinés à alimenter les autres territoires. Quand on pense à nos territoires, c'est pour venir prendre et partir, mais pas pour venir acheter quelque chose que nous avons déjà transformer nous-mêmes localement, comme le font tous les États sérieux du monde. Donc, il y a nécessité de négocier des contreparties industrielles et fiscales, mais ce n'est pas encore le cas quand vous lisez le mémorandum qui a été signé à Bruxelles en 2023. Voilà, je conclus en disant tout simplement que sans une politique nationale forte, les corridors de l'Obito risque de devenir un nouveau vecteur d'extraversion logistique au détriment de la souveraineté économique congolaise, avec tout ce qui va avec en termes de répartition des ressources, de stabilité économique et de croissance inclusive. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour votre excellente présentation, bien claire, bien riche. Comme il ne reste que 10 minutes, donc je vais laisser directement la parole à l'audience. Donc, je rappelle que pour poser la question, vous pouvez lever votre main, donc cliquez sur la petite icône réagir ou alors notez directement votre question dans les chats. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y a Monsieur Oscar Wimpo. Oui, vous pouvez activer votre micro. Monsieur Oscar Wimpo, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. On ne vous attend pas, monsieur. Là, quand même, vous me suivez? Oui, là, ça va. Je voulais remercier d'abord l'intervenant, l'orateur, pour nous avoir éclairé. Certainement, moi-même, il y a des choses que je ne savais pas. Je l'ai su aujourd'hui après avoir suivi son exposé. Mais je voulais juste poser une question dont je peux avoir déjà la réponse. Je m'excuse pour ça, mais je veux qu'il nous donne encore plus de lumière. Est-ce que ce n'est pas le fait que nous sommes chaque jour, d'abord, nous sommes dans une position de faiblesse, il faut reconnaître. C'est pas seulement pour cette affaire Lobito, mais c'est pas, est-ce que c'est pas en fait quelque chose qu'on va généraliser? C'est-à-dire, tant que nous serons dans une position de faiblesse et que nous allons chercher à contracter ou à signer des coopérations de partenariat ou des attentes avec d'autres pays, nous serons toujours faibles et après quoi, on va nous dribbler finalement. Je ne sais pas s'il peut nous aider encore plus. C'est pas seulement l'hôpital. Je parle un peu, même dans cette histoire où nous sommes maintenant dans East African Community, et dans tout ce que nous allons faire plus tard. C'est pas parce que nous demeurons toujours faibles que nous serons toujours dribblés dans ce genre de coopération. Merci. Ouais, je vous en prie, cher collègue professeur Oscar. Professeur Salomé, je peux répondre directement? Oui, vous pouvez. Allez-y. Oui, merci. La question que vous posez, je pense que nous ne sommes pas, au fond, vraiment faibles. Je pense que nous sommes cupides et irresponsables. C'est deux choses différentes. Et par cupidité et par irresponsabilité, nous paraissons effectivement faibles. Pourquoi je l'ai dit? Il y a trois raisons. La première, c'est que nous ne mettons pas les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est aussi pour cette rage que notre jeunesse, à travers notre jeune académie, essaie de bousculer, de dire nous n'allons pas continuer à laisser pourrir les choses. On crée une académie d'excellence et pour essayer de s'impliquer aussi et voir
même si certaines générations ont échoué, mais voir dans quelle mesure nous pouvons un temps soit peu apporter quelque chose à l'édifice de la reconstruction du Congo. Donc, ça veut dire quoi concrètement quand je dis que nous sommes cupides et que nous sommes irresponsables? C'est que qui est-ce qu'on envoie négocier pour nous? C'est que c'est des tantes de tels ministres, des cousins de tels ministres, rarement des gens qui ont une expertise, soit en droit maritime, soit en droit de la mer, soit en politique portuaire ou en géopolitique des corridors de transport, ou rarement des bons économistes qui maîtrisent les flux commerciaux internationaux. Donc, vous arrivez à la table à Bruxelles avec notre délégation. Regardez un peu les Congo, juste, vous voyez un peu, voilà, ça m'a intrigué. J'espère, ouais, c'est où là? Voilà. Euh, En bas, ça c'est un extrait que j'ai pris un peu en bas. Ce qui est attendu, attendu du gouvernement congolais, ce ne sont que deux petits points, mais qui n'ont rien spécialement d'important par rapport à ce que nous valons dans cette histoire-là. Donc ça, c'est un premier élément. On ne met pas les bons experts lors des négociations. Deuxième problème, c'est que même lorsqu'on met des experts rarement, ils sont pas écoutés par les politiciens. Ils ne sont pas écoutés par les politiciens parce que la plupart des fois, c'est chacun veut avoir sa part du gâteau et on est pressé à signer pourvu qu'il y ait des commissions ou des rétrocommissions, comme on le dit. Et du coup, vous avez des gens, comme le cas de la SICOMINE, des gens qui ont bradé des ressources où la Chine gagne 97 milliards et nous n'avons même pas 1 milliard. Et c'est sur des années. Et donc, euh, vous vous rendez compte, quelqu'un qui a signé ça aura quand même des gens qui vont les défendre dans l'opinion publique. Donc, c'est que même lorsqu'on a quand même des experts dans les cas rares, malheureusement, ils ne sont pas écoutés par les politiciens qui ont l'air. Et une troisième chose, c'est que c'est là où peut-être aussi on ne connaît pas notre poids politique parce que rien ne nous oblige de signer tous les accords qui s'offrent. Donc, si quelqu'un vient vers vous et qui vous propose un deal, c'est que, il a besoin de vos ressources et qu'il a besoin d'une croissance, qu'il a besoin de contrer. Et donc, vous devez savoir valoriser correctement. Mais ce qui se passe souvent, c'est que c'est celui qui vient prendre les ressources, qui fixe le prix de ces ressources-là, alors que c'est normalement c'est lui qui vend sa chose qui doit fixer les prix. Mais dans la plupart des cas, on a l'inversion des rôles et donc c'est à l'acheteur qui fixe les prix, non au vendeur. Donc après, il faut qu'on ait une vision politique solide, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut du Congo. Et là encore, il y a assez de travail à faire en termes de politique d'inclusivité des corridors de transport et aussi des corridors internes parce que je trouve malaisé qu'on favorise des corridors extérieurs alors que les provinces ne sont pas interconnectées. Vous ne pouvez pas quitter Bukavu aujourd'hui jusqu'à à Kisangani facilement. Vous ne pouvez pas quitter Lubumbashi jusqu'à Kindu facilement alors qu'il y a moins de 4 décennies, c'était fluide et c'était faisable. Donc, il faut aussi qu'on travaille plus sur d'abord l'interconnectivité intérieure avant de penser à signer chaque fois tous les corridors qui s'offrent à nous. Évidemment, on n'a pas de choix parce qu'il faut qu'on accède à la mer et qu'on a intérêt d'être dans le commerce international. Mais la conséquence, c'est que quand on ne contrôle pas les marchés intérieurs, c'est que ce sont les extérieurs qui viennent contrôler notre marché. Donc voilà un peu des choses que je peux dire pour la question. Merci beaucoup, professeur Joël, pour votre réponse. J'espère que Monsieur Oscar Wembo est satisfait de la réponse. Sinon, vous pouvez aussi contacter le professeur Joël directement. Je pense qu'il va nous laisser son adresse email par la suite.
Vous avez une autre question de la part du docteur Hervé Lekouya. Vous pouvez activer votre micro. Ok, merci beaucoup, professeur Joël Baraka, pour votre intervention. C'était vraiment magnifique et didactique. Ma question est de savoir si euh, la guerre du Congo, ok, cette guerre qui a duré plus de 30 ans, est en fait une partie de la réponse à l'échec ou bien un faux fuyant de nous-mêmes pour développer les pays comme l'Angola est en train de faire. Merci. Ouais, je vous en prie. L'Angola a eu l'avantage, c'est que la guerre a été terminée et qu'il y a eu un vainqueur et un vaincu. Et ça, malheureusement, au Congo, on ne sait pas qui a été vaincu, on ne sait pas qui a été vainqueur. Tous les protagonistes se sont mis ensemble sous l'amnistie. Et donc, ça fait qu'on est dans les pièges perpétuels. Et donc, tant qu'on n'a pas le courage de taper fort et d'avoir un leadership qui va vaincre et imposer l'ordre, on sera toujours dans cette duplicité, dans cette tricherie autour des valeurs morales, autour de l'éthique, autour des principes de gouvernance, parce que la guerre de 98, on a fait des compromis avec nos agresseurs. La guerre de 2003, si je peux me permettre, ou 2004 avec Bukavu, on a fait encore une fois des compromis. 2008, on a fait des compromis, on a signé les M23, des accords aussi incroyables. Et là encore, on est encore dans les mêmes pièges, même si le régime actuel a fait quand même un peu d'effort pour essayer de dire non, mais finalement, on risque encore de finir. Donc, on est le seul pays au monde qui presque a accepté de faire des compromis avec ses agresseurs ou avec des compromis avec ses fossoyeurs. Et donc, l'Angola a eu l'avantage, c'est qu'il y a eu un vaincu et un vainqueur. Et ça a permis de reconstruire le pays parce que Savimbi a été écarté et donc ça a permis au régime qui l'a vaincu de reconstruire le pays sur des bases nouvelles. Voilà, donc je pense que c'est ce qui nous manque. On n'a pas, on refuse la grande confrontation et on préfère les compromis. Merci. Merci pour votre réponse, professeur Joël. Je vais y aller dans l'ordre. Il y a une autre question dans les chats de Thérèse Bikaya. Je ne sais pas si vous avez accès à la question ou si je peux la lire. Vous pouvez la lire, je n'ai pas accès. Alors, merci, professeur, pour votre présentation. S'il vous plaît, est-ce que nous gagnons réellement, enfin, qu'est-ce que nous gagnons réellement de l'existence effective de ces corridors? Et d'autre part, qu'est-ce que ça nous coûte? Euh, Qu'est-ce que ça nous Et- coûte? ouais, qu'est-ce que ça nous coûte? Qu'est-ce qu'on gagne en fait de ces corridors? Je vais d'abord commencer par ce que ça nous coûte. C'est que ça nous coûte dans le fait que celui qui va exploiter, c'est une société Trafigura, c'est européen avec entre occidental. Donc, c'est pas notre société nationale des chemins de fer qui va exploiter. Donc, vous comprenez que les emplois promis, c'est pas pour des emplois des Congolais. Et lorsqu'ils vont faire des recrutements, on va avoir pas nécessairement des Congolais dedans dans ces traits-là. Donc, vous comprenez que nous avons notre société des chemins de fer qui exploiterait, mais qui ne va pas exploiter, ou même avant les modèles belges et portugais, c'était une société commune où il y avait des compromis belges et portugais qui occupaient l'ancien rail de Benguela. Mais dans les nouveaux modèles que nous imposent les Américains et les Européens à travers les MOU qu'on a signés en 2023, c'est que ce sont leurs sociétés qui vont construire et exploiter les rails en question. Et donc, ça, c'est un premier manque à gagner. Un deuxième manque à gagner, c'est que je l'ai dit, je crois, on va faire des exonérations fiscales dans le sens que
nous accédons jusqu'au port et qu'en conséquence, nous renonçons à certaines taxations, mais qui peuvent s'échelonner à des millions de dollars si on n'était pas, si on était en position de force d'avoir notre propre vision. Troisième, c'est que il y a jusque-là, le corridor va se limiter à Lubumbashi, mais avec la conséquence qu'il pourrait se connecter avec l'ancien rail qui va jusqu'à Kindu et que ça va plus. L'idée était juste d'accéder aux mines du Katanga, mais là, on est dans une situation où si on arrive à connecter les deux, ce qui est probable et très probable même, donc on va avoir une stratégie où c'est pratiquement 4 provinces qui sont affectées jusqu'à Kindu. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a Kalemi qui a aussi Manono et avec les mines, les lithium de Manono qui fait aussi problème entre Chinois et Australiens actuellement et qui sera aussi connecté à ces réseaux-là indirectement. Et donc, c'est un pillage qui ira trop loin, mais qui est sous couvert par un MU, mais par lequel nous renonçons à beaucoup de taxes et qui dit taxe, c'est dit reconstruction. Et alors, qu'est-ce que nous gagnons? Euh, bah, peut-être quelqu'un qui va importer quelque chose à Lubumbashi ou à Kolwezi va l'avoir rapidement parce que ce sera des rails modernes. Donc, si vous pouvez faire venir un véhicule de Lobito jusqu'à à Kolwezi, si ça prenait à l'époque 2 semaines ou 2 mois, peut-être ça prendra maintenant 2 jours. Idem pour tout ce qui est manufacture importée. Mais là, je ne sais pas si c'est vraiment gagné du moment où on aurait pu investir dans nos propres industries pour que ce soit nous qui exportions et pas que nous importions. Et avec une province aussi richissime comme l'ex-Katanga, aujourd'hui Haut-Katanga et Lualaba, on aurait pu avoir une vision beaucoup plus de politique interne d'autonomisation et d'indépendance économique. Et nous avons les moyens, mais malheureusement, on a choisi la voie la plus facile ou la plus simple. Est-ce que les Américains nous ont obligés? Je ne pense pas. Et c'est à ça que j'expliquais que nous sommes l'un des rares pays qui signe beaucoup de choses sans se questionner en termes de prospective. C'est que ça... Donc, je pense qu'on a beaucoup à perdre qu'à gagner et c'est mon avis. Et entre-temps, on a les corridors, on a le port des bananes en eau profonde, même si c'est encore une fois cédé à des exploitants du Qatar, mais au moins qui est sur notre territoire et qui un bon visionnaire aurait pu imaginer comment connecter à partir de Chikapa, revoir tous les rails qui vont de Lubumbashi jusqu'à Chikapa et reconnecter de là jusqu'à Kinshasa et de Kinshasa à Banana et garder une autonomie. Donc, pour moi, ça aurait été la meilleure solution. Malheureusement, on subit toujours les choix et c'est quand ça pèse sur les générations à venir qu'on prend conscience qu'il y a quelqu'un qui était juste à Bruxelles et qui a signé un soir comme ça sans se rendre compte des implications sur les générations. Merci beaucoup pour votre réponse. Je ne sais pas s'il y a encore une question. Alors, il y a une autre question dans le chat de la part de Claude Takenka. Quelles infrastructures doivent être développées en RDC pour pleinement bénéficier du corridor de Lobito? Alors, déjà, celui qui a, excusez les termes, hein, mais celui qui a créé le Congo, même si on dit que c'est Léopold II, mais Léopold II n'a jamais été au Congo. Ça, on le sait, comme chercheur en sciences politiques ou en histoire politique. Léopold II n'a jamais mis ses pieds au Congo, ni en Afrique d'ailleurs, même s'il en a tiré les plus gros bénéfices. Mais celui qui a vraiment conquis et fabriqué le Congo, c'est Stanley. Et Stanley a dit une phrase devenue célèbre, c'est que sans les chemins de fer, les Congo ne vont un penny. Alors, ça veut dire quoi concrètement? C'est que, et les Belges quand même l'avaient compris et ils ont suffisamment investi dans les rails. Ils ont construit beaucoup de systèmes qui sont connectés, par exemple, de l'équateur jusqu'à dans les bases où elle est.
et de là, ça passait par bateau, ça connectait toute la partie nord, ce qu'on appelait euh, les chemins, la société des chemins des Zouélés, et donc c'était une grande société. On avait la société des chemins de Mayumbe, la société des chemins de fer de Kinshasa, et la société des chemins de fer qui allait de Lubumbashi à Kindu et de Lubumbashi à Chikapa et toute la partie Kassai. Donc, on a déjà quand même une politique qui a préexisté et il est urgent de relancer les rails. Même aujourd'hui, toute la question des problèmes d'embouteillage à Kinshasa, c'est qu'on refuse de réinvestir dans les rails alors qu'il a existé jusqu'à Kintambo, c'était une gare des trains, mais tout ça, on a détruit, on a préféré des véhicules égoïstes, chacun dans son petit véhicule, et nous nous rendons à la vie difficile tous, alors que celui qui a vraiment conçu le Congo comme territoire, c'est un peu caricatural de le dire comme ça, mais c'est un fait historique. Donc, Stanley a vite compris que pour que le Congo soit un État viable, il faut suffisamment investir dans les rails. Et moi, je répète la même chose aujourd'hui, que la meilleure politique, c'est les rails. Et vous allez vite comprendre qu'il n'y a pas une meilleure stratégie pour développer le Congo qui ne passe pas par les transports. Après les rails, on peut maintenant penser aux aéroports. On peut maintenant penser aux ports aussi, là où il y a des lacs. Et évidemment, des routes, ça c'est clair, les routes vont de pair avec les rails. Mais pour rendre la vie et fluidifier, on aurait pu d'abord redynamiser toutes ces anciennes sociétés belges coloniales qui ont existé jusqu'après l'indépendance, mais qui sont soit à l'arrêt ou dans une exploitation minimale et avec des vieux trains qui sont des mouroirs ambulants et qui peuvent exploser à tout moment, avec aussi un système vétiste qui n'a pas été remplacé pendant des décennies. Et donc, l'un des meilleurs moyens pour développer un État, c'est le système de communication. Et malheureusement, on ne l'a pas assez compris. Et donc, notre ministère des Transports, par exemple, c'est un des ministères qui est trop peu pris au sérieux, alors que c'est celui-là même qui peut permettre la connectivité des provinces, comme je le disais, et donc provoquer le développement par les bas et quitter ce modèle où c'est l'État qui doit faire tout, mais dès qu'il y a des routes, dès qu'il y a des rails, et il y a même toutes ces critiques, quand vous voyez la carte de l'Afrique, il y a des routes partout ou d'autres systèmes de communication par voies diverses, mais quand vous arrivez dans toutes les frontières du Congo, il y a une sorte de trou noir, il n'y a plus rien, et donc le Congo bloque même les autres pays d'Afrique à se connecter. Et on n'arrive pas à connecter l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest via le Cameroun qui est connecté déjà au Nigeria. On n'arrive pas à connecter l'Afrique de l'Est à l'Afrique centrale parce qu'il n'y a pas de route. Juste quand vous voyez Goma, après Goma et Bukavu, il n'y a plus rien, c'est la forêt. Walikale, il n'y a pas de route viable. Chabunda, il n'y a pas de route viable. Et c'est presque partout comme ça. Donc, il faut qu'on repense notre politique de transport et qu'on lui donne assez des compétences et des ressources. Merci beaucoup, professeur Joël Baraka, pour cette belle présentation et ces échanges qui nous ont aidés à comprendre les défis qui sont encore à relever dans la République démocratique du Congo. Je pense qu'on va s'arrêter là, comme nous avons dépassé déjà le temps. Nous sommes dans 12 minutes de plus. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et aussi pour votre tolérance à accepter ce dépassement des temps. Et pour conclure, je vais donner la parole à notre présidente, le professeur Tania Bichola. Oh, merci, prof Salomé, merci, prof Joël. Très belle modération, très, très beau sujet. En tout cas, prof Joël, merci de nous avoir encore éclairci sur ce sujet. Et j'ai dit merci à tous ceux qui ont pu participer et rester là jusqu'à présent.
On se donne rendez-vous le mois prochain. Je pense que ça sera le vendredi 20 juin. Et nous allons shifter euh, vers la chimie, euh, vers les substances naturelles. Et donc, ça sera un sujet tout à fait différent. Et donc, je vous invite encore à participer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut prendre la photo. Nous avons toujours l'habitude de mettre nos caméras à la fin. Hervé, tu es là? Qui prend la photo aujourd'hui? Je peux arrêter Moi, je suis l'enregistrement, je sur pense. téléphone, je ne peux pas faire ça bien, hein.